Salut à tous. Aujourd'hui, on va critiquer certains points clés du discours de Jean-Marc Jancovici. Jancovici, c'est un ingénieur polytechnicien de 62 ans et c'est probablement la personne la plus influente sur les thèmes du changement climatique et de l'énergie en France. Depuis les années 2000, il abat un travail de vulgarisation absolument dingue. Les vidéos de ses conférences ou de ses interviews, elles font plusieurs dizaines de millions de vues sur Internet. Et sa BD, Un monde sans fin, qu'il a écrite avec le dessinateur Christophe Blain, avec plus de 800 000 exemplaires vendus, c'est tout simplement le livre le plus vendu de l'année 2022. Grâce à Jancovici, des millions de Françaises et de Français ont compris que l'humanité allait devoir apprendre à se passer des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Et ça pour deux raisons. D'abord, elles sont la cause principale du réchauffement climatique, et ensuite, avec les pics pétroliers et gaziers, leur production va diminuer, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est que tout notre monde moderne est fondé sur la consommation de ces énergies fossiles. Les téléphones, les fringues, la nourriture, tout a été produit avec du charbon, du pétrole ou du gaz. D'où la question: comment nous passer de ces énergies sans revenir au 19e siècle? Aujourd'hui, parmi les experts de l'énergie, il est consensuel de dire que les énergies renouvelables, et en particulier le solaire et l'éolien, sont une partie indispensable de la solution en France et dans le monde. Il suffit de parcourir n'importe quel rapport du GIEC pour voir qu'il n'existe aucun scénario pour se passer des énergies fossiles qui ne s'appuie pas sur un développement massif du solaire et de l'éolien. C'est là-dessus que Jancovici développe depuis longtemps un discours singulier à contre-courant du consensus mondial. Pour lui, les énergies solaires et éoliennes ont de trop gros défauts pour espérer un jour remplacer les énergies fossiles. Et ceux qui y croient, ils se mettent le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Les solutions que Jancovici met en avant, c'est le nucléaire et la sobriété. En plus de construire plein de centrales, il faudra accepter de renoncer à des parties de notre confort, avoir des bagnoles moins grosses, prendre beaucoup moins l'avion, manger moins de viande, acheter moins d'objets par exemple. Mais même avec du nucléaire et une bonne dose de sobriété, Jancovici nous peint un futur où, sans énergie fossile, l'énergie manquera et où l'économie s'effondrera. Dans sa BD, comme dans ses conférences, il projette un avenir qui sera quelque part entre beaucoup plus compliqué, voire carrément catastrophique. Quand on écoute Jancovici dérouler ses arguments, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout est carré, rigoureux, implacable. On comprend tout parce que lui-même a tout compris. C'est vrai que Jancovici, c'est un vulgarisateur hors pair. C'est grâce à lui que beaucoup de gens ont ouvert les yeux sur les conséquences terribles du réchauffement climatique, le rôle décisif de l'énergie sur nos modes de vie et du rôle de la sobriété qu'on va devoir toutes et tous apprendre à pratiquer, tant à l'échelle individuelle que collectivement comme société. Franchement, sans lui, combien de personnes auraient entendu parler des quotas de vol en avion ou encore de l'UNSCEAR, le GIEC de la radioactivité? Nous-mêmes, on a été profondément marqués par ses conférences et ses bouquins, on est hyper admiratif du travail qu'il a accompli, mais sur certains sujets, son discours est incomplet, voire carrément trompeur. Ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est que dès qu'il parle du solaire ou de l'éolien, son discours il est tellement en décalage avec la réalité qu'on observe aujourd'hui qu'il donne une vision trompeuse de la transition énergétique en cours et des priorités. Là, si vous nous découvrez, vous pouvez sûrement vous dire « Oh, ça va encore être une critique flinguée de Janco par un anti-nucléaire qui va nous faire une défense des renouvelables caricaturale. » Mais pas du tout, hein. Dans les dizaines de vidéos sur l'énergie qu'on a consacrées depuis 4 ans sur notre site Osons Comprendre ou dans notre livre « L'avenir de l'énergie » sorti l'année dernière, on défend la construction de nouvelles centrales nucléaires en France. Vous allez donc écouter une critique de Jancovici sur les renouvelables par des pro-nucléaires. Hein. C'est un paradoxe. Ce qu'on vous propose de faire avec nous, c'est de détailler les 6 arguments les plus importants par lesquels Jancovici décrédibilise le solaire et l'éolien. À chaque fois, on va en détailler la logique et on va vous montrer, source à l'appui, en quoi ils s'éloignent de la réalité qu'on peut observer aujourd'hui et en quoi ils induisent le public en erreur. Voilà ces 6 arguments. 1. Le solaire et l'éolien que les médias présentent depuis plus de 15 ans comme la solution ne représentent aujourd'hui qu'une part négligeable de l'énergie mondiale. 2. Le solaire et l'éolien ont un défaut majeur et quasi insurmontable. Ces énergies sont intermittentes, elles ne produisent que quand il y a du soleil ou du vent. 3. Le solaire et l'éolien sont tellement gourmands en métaux et en matériaux qu'ils ne peuvent pas remplacer durablement une grande part des énergies fossiles. 4. Le solaire et l'éolien sont tellement inefficaces que viser le 100% renouvelable nous obligerait à couvrir des immenses parties de notre territoire. 5. Le solaire et l'éolien ont un taux de retour énergétique sûrement trop faible pour pouvoir maintenir
devenir une société moderne. Et ça, c'est indépassable, c'est de la physique. On va voir ce que ça veut dire, on va voir si c'est vrai avec un invité de marque, Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur. Salut les gars et merci pour l'invitation. Et 6, les énergies renouvelables n'existent que grâce aux énergies fossiles utilisées pour les fabriquer et les transporter. Sans charbon, sans pétrole et sans gaz, leur prix serait multiplié par 30 si tant est qu'on arrive même à les fabriquer. Sur ces 6 arguments qui sont au cœur de son discours sur les renouvelables, aussi dans sa BD, et là, il n'y a aucune erreur, Jancovici a raison, l'éolien et le solaire ne forment qu'une toute petite partie de l'énergie utilisée dans le monde. Les fossiles dominent avec le pétrole, le charbon, puis le gaz, et au passage, on voit aussi que le nucléaire, c'est pas grand-chose dans les énergies mondiales. Ok, de loin, ce qui se passe sur le solaire et l'éolien, 2-3% de l'énergie mondiale, on dirait que c'est presque rien. Mais si on zoome, on voit que la production solaire et éolienne explose. Alors oui, on part de très bas, mais ça monte méga vite, on a une belle exponentielle. Entre la COP de Paris en 2015 et 2022, la production solaire et éolienne a augmenté de 18% chaque année. Des taux de croissance, dit Jancovici, c'est la production d'électricité. En 10 ans, entre 2012 et 2022, le solaire et l'éolien sont passés de 3% de l'électricité produite dans le monde à 12%. C'est pas l'épaisseur du trait. La Chine et les États-Unis, même sous Trump, ont fait mieux que la moyenne mondiale, et en Europe, c'est impressionnant. De 9% de l'électricité en 2012, le solaire et l'éolien produisent aujourd'hui un quart de l'électricité de l'Union européenne. Depuis 2010, au niveau mondial, le prix de l'électricité solaire a été divisé par 10, celui de l'éolien terrestre par 3 et celui de l'éolien en mer par 2,5. Ça fait qu'alors que c'était bien cher il y a 10 ans, aujourd'hui, en moyenne mondiale, c'est devenu moins cher de produire de l'électricité avec un panneau solaire ou une éolienne terrestre que d'en produire avec une centrale à gaz ou à charbon. C'est cette chute fulgurante des prix qui permet de comprendre comment le Texas, le premier État américain producteur de gaz fossile, un État qui remet en question l'enseignement du changement climatique à l'école, un État farouchement républicain, comment le Texas connaît lui aussi un boom du solaire et de l'éolien qui représente aujourd'hui 26% de la production de son électricité. Pourtant, cet effondrement spectaculaire des prix du solaire et de l'éolien, Jancovici ne le montre ni dans ses présentations publiques, ni dans sa BD. C'est quoi le problème de l'intermittence? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord savoir que dans un système électrique, il faut qu'à chaque instant, la production soit égale à la consommation pour éviter le blackout. Et pour maintenir cet équilibre, les moyens de production pilotables, ils sont géniaux. Les barrages hydroélectriques, les centrales à gaz ou à charbon, ou encore les centrales nucléaires sont des moyens dits pilotables parce qu'on peut ajuster leur production pour coller à la consommation. Schématiquement, quand à 19h, les gens rentrent chez eux pour se cuisiner une délicieuse ratatouille, et ben là, on pousse nos centrales à fond, et quand la nuit, la consommation baisse, on les met au ralenti. La production des panneaux solaires et des éoliennes, elle dépend, elle, de la météo, du soleil ou du vent. Ces énergies sont dites intermittentes ou variables, on ne décide pas quand elles produisent, et si on n'utilise pas leur production quand elle est là, et ben alors elle est perdue. Et dans sa BD, il va, en tout cas d'après moi, encore plus loin dans l'abus. Il imagine que l'Allemagne construise un immense mur/barrage de 150 mètres de haut le long de ses 2400 km de côte. C'est une des raisons pour lesquelles le même rapport RTE estime que le scénario 100% renouvelable le plus efficace coûterait, en coût complet, environ 20% plus cher que le scénario avec le plus de nucléaire. L'étude de RTE dément ainsi ce que Jancovici a répété durant de nombreuses années, qu'un scénario 100% renouvelable coûterait beaucoup plus cher qu'un scénario avec du nucléaire. Un petit exemple, toujours dans le cours des mines de 2019 sur les énergies renouvelables, Jancovici parvenait, à coup de règle de 3, à montrer qu'un scénario 100% éolien, scénario que soit dit en passant, personne dans le monde n'a jamais imaginé, allait coûter entre 10 et 20 fois plus cher qu'un scénario 100% nucléaire. Par rapport aux 20% plus cher que trouve l'étude de RTE, le petit scénario de Janco à base de règle de 3, il se trompe d'un ordre de grandeur pour reprendre l'une de ses expressions favorites. Mais nous
Vraie question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'on a assez de métaux dans la croûte terrestre pour construire toutes les éoliennes, tous les panneaux solaires, toutes les lignes électriques et toutes les batteries d'un système électrique 100% renouvelable. Pour répondre à cette question à plusieurs milliards de dollars, ça tombe bien, on a une étude toute récente qui nous mâche le travail. Elle fait la somme des besoins en métaux jusqu'à 2050 de scénarios de transition énergétique hyper ambitieux pour le climat parce qu'ils maintiennent le réchauffement climatique sous les 1,5 degré. Ces scénarios, ils comptent des degrés variables de panneaux solaires, d'éoliennes, de nucléaire, de barrages et même de centrales fossiles avec capture de carbone. Et l'étude, elle va compter tous les besoins pour construire l'infrastructure électrique et le réseau de transport. Elle compte pas en revanche les batteries nécessaires au stockage. L'étude, elle est donc pas parfaite, mais elle donne une approximation acceptable, un ordre de grandeur, comme dit souvent Jean Covici, de ce que coûterait en métaux une infrastructure électrique. L'étude nous dit que bâtir notre électricité bas carbone, ça nous demanderait moins de 15% des réserves exploitables aujourd'hui et moins de 5% des ressources totales identifiées de l'aluminium, du nickel, du cuivre, de l'argent et des autres métaux considérés. Il y a une seule exception, c'est le tellure, qu'on utilise aujourd'hui pour faire des panneaux solaires un peu plus efficaces et dont la construction du système électrique demanderait la quasi-totalité de toutes les ressources qu'on a identifiées aujourd'hui. Voilà, on peut respirer, le tellure c'est loin d'être essentiel, il y a 95% des panneaux solaires dans le monde qui ne contiennent pas de tellure et qui fonctionnent très bien, et puis si vraiment on tient à ces panneaux solaires avec du tellure, il y a des projets d'exploration minière qui sont en cours, donc on va peut-être en trouver du tellure. Bref, même si l'étude n'est pas parfaite, elle nous apprend qu'à long terme, on semble avoir largement assez de cuivre, d'argent, etc. pour construire tous les panneaux solaires et toutes les éoliennes nécessaires à notre électricité bas carbone. C'est une super nouvelle. Ça nous montre que notre stock de métaux n'est pas une limite fondamentale à notre électricité. Parmi ces griefs contre les panneaux solaires et les éoliennes, Jean Covici pointe régulièrement l'espace que ces énergies peu denses demandent d'occuper. Dans sa BD, on peut lire que malgré des progrès, les éoliennes restent diffuses, peu denses et demandent beaucoup de ressources et de place. Si l'éolien devait fournir la totalité de l'énergie consommée en France, il nous faudrait quadriller le territoire avec une éolienne tous les kilomètres carrés. Et il ajoute, tu vivrais en permanence avec une éolienne au-dessus de ta tête, il n'y aurait plus un endroit vierge. Pour se faire une idée, on va mettre nos kilomètres carrés en perspective. Là, ce que vous voyez, c'est le territoire de la France métropolitaine découpé en 100 petits carrés. Ça, c'est les forêts et les milieux naturels, et ça, c'est les terres agricoles. Et là, vous avez des terres agricoles aussi, mais qu'on consacre à la production de biocarburants qu'on ajoute à l'essence ou au diesel dans nos voitures. C'est principalement des cultures de colza, de tournesol ou de blé. Et là, vous avez les surfaces artificialisées, tous les bâtiments, mais aussi les routes, les trains, les aéroports, etc. Maintenant, pour voir la surface occupée par un système électrique 100% renouvelable, il faut zoomer dans ce carré. Voilà, là, vous avez la surface occupée par un système électrique 100% renouvelable. Et ça, c'est la surface occupée par les panneaux solaires dans 35 ans, moins de 0,2% du territoire métropolitain. Ça veut dire que quand on prend un peu de recul, un système électrique complet, 100% renouvelable, avec plein de panneaux solaires, il occuperait 7 fois moins d'espace que ce qu'on consacre aujourd'hui à produire des biocarburants. Et pour que vous voyez le problème, en 2019, les 8800 km² de terre qu'on a consacrés à produire le biodiesel et le bioéthanol de nos voitures, ils ont fourni l'équivalent de 41 TWh d'énergie. En comparaison, les 1300 km² d'un hypothétique système électrique 100% renouvelable, ils fourniraient 771 TWh, soit 19 fois plus quasiment. Tout ça pour fournir plus de la moitié de l'énergie consommée en France en 2050.